C'est le troisième cours, c'est ça? On est au quatrième. Super. Donc j'ai 2 cours de retard et je sais pas comment les rattraper. Je sais pas où les retrouver en fait. Ouais, ouais, en fait, ça va être facile pour vous. Tous ces cours sont enregistrés. Et dans Arch, quand vous aurez accès, vous allez avoir les liens de ces vidéos-là. D'accord. Voilà. Et s'il y a des contenus additionnels, je les mets également. Comme des D'accord. PowerPoint, des choses comme ça. Alors, ça, le D'accord. nom, j'ai Merci beaucoup. bien. Et l'adresse, je vérifie que j'avais. Ok. Hop. Parfait. C'est bon. Ok. Et donc, oui, j'ai parlé, après le cours introductif, des expériences de mort imminente et ensuite de la lucidité terminale. Et donc, ce cours-ci va porter sur un autre type d'expérience qui est étudié par la psychologie et la psychiatrie, qui sont ils appellent ça les CORT, les Cases of Reincarnation type, ou on peut dire également souvenirs de vie antérieure. Donc, et c'est pas un sujet très, très connu en psychologie. Je vais vous présenter un petit peu les chercheurs qui travaillent sur le sujet et ce qu'ils ont pu déjà trouver. Le chercheur principal que je vais vous présenter, puis je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure pour également voilà, faire connaissance avec lui, c'est Ian Stevenson, qui est décédé maintenant, mais qui est un médecin psychiatre canadien, à la base formé à Montréal à l'université McGill, et qui a pris à partir de 1957 une position de directeur du département de psychiatrie de l'université de Virginie, donc aux États-Unis. Et il avait un intérêt très vaste pour plein de questions un petit peu comme ça hétérodoxes. Donc, il s'est intéressé beaucoup à ce que on va appeler la parapsychologie ou la recherche psychique, comme William James, dans le même type de courant, avec une focalisation sur les expériences spontanées et la question de la survie de la conscience après la mort, plutôt que l'approche expérimentale. Donc, qui se reconnaissait plutôt dans le courant de sciences psychiques ou recherche psychique de la fin 19e, début 20e, qui était vraiment sur ces approches plutôt sur les phénomènes spontanés, qualitatifs, etc., que sur l'approche qui était plutôt en vigueur à ce moment-là aux États-Unis, dans les universités, qui était plutôt une approche très comportementaliste, expérimentale, assez monotone. Et donc, à partir de 1960, il va participer à un concours comme ça, un concours littéraire pour faire un essai sur la question de la vie après la mort, la survie post-mortem, analysant des preuves. Et il va amener comme ça, euh, il va regrouper ce qu'il a pu trouver dans la littérature ancienne sur des cas de personnes qui disent avoir des souvenirs de leur incarnation précédente. Et il va déterrer comme ça 44 cas de souvenirs de vie antérieure. Dans 28 de ces cas, il y avait des sujets qui avaient fait des affirmations qui s'étaient révélées correctes par rapport à l'environnement antérieur. Donc, comment on sait qu'elles se révèlent correctes? C'est-à-dire qu'après que les affirmations ont été enregistrées par des témoins, à l'écrit ou des choses comme ça, il y a une enquête qui a pu être faite par des chercheurs et qui va vérifier si effectivement les noms qui sont donnés, les villes qui sont données, les circonstances de la mort, etc., sont confirmées. Et donc, il y avait une partie de ces cas qui se prêtaient effectivement à ces vérifications et qui engendraient un certain intérêt. Ça, c'était simplement une revue de littérature, hein. Il avait fait lui-même aucune enquête de terrain, mais à la suite de cet essai, il va recevoir une bourse de la Parapsychology Foundation pour aller dans des pays comme l'Inde ou le Sri Lanka, où la croyance en la réincarnation est très étendue, très présente, et dans lesquels il y a des gens qui, très spontanément, vont affirmer avoir des souvenirs de leur vie antérieure, être des réincarnations, et il va démarrer des enquêtes de terrain, dont il va vraiment forger la méthodologie, c'est lui qui va vraiment poser un peu les standards à ce niveau-là, et l'idée, c'est, il entend parler d'un cas, il vient sur place, il essaie de récupérer directement le témoignage de la personne concernée, de ses proches, etc.
Et ensuite, il se met en quête de ce qu'on va appeler la personnalité antérieure, euh, qui peut être une personne habitant parfois à des centaines de kilomètres de là. Ça dépend effectivement les informations qui peuvent être transmises. Et du coup, il va aller consulter dans la ville en question d'autres personnes qui pourraient témoigner éventuellement, confirmer ou infirmer des aspects de la vie donnée, mais également il va travailler dans les archives médicales, administratives, pour avoir des certificats de décès, des certificats d'autopsie, des rapports d'autopsie, quand c'est possible. Et ça va lui petit à petit, il va transformer ces anecdotes en véritables données qu'il va systématiser et au cours de sa vie, il va comme ça documenter plus d'un millier de cas qui commencent à constituer une base de données intéressante permettant de tester ou de formuler en tout cas certaines hypothèses. Il va être un peu tout seul au départ à faire ce travail-là, mais petit à petit, il y a des gens qui vont le suivre au niveau de la recherche. Pas grand monde, hein. Très franchement, je pense que on peut dire qu'il y a eu entre 10 et 15 chercheurs qui ont vraiment écrit des articles et réalisé des enquêtes sur l'ensemble du 20e, 21e siècle. C'est vraiment ridicule par rapport à l'ampleur de la croyance en la réincarnation qui concerne, sur toute forme de réincarnation comprise, à peu près les deux tiers de l'humanité, hein. Même si c'est pas très courant en Occident, ça l'est beaucoup par ailleurs. Et du coup, il va non seulement étudier des cas donc dans le milieu asiatique, mais aussi au Brésil, en Alaska, au Liban et en Occident. Il va y avoir des cas qui vont se réveiller un petit peu partout comme ça euh, sur son passage. Il va d'abord publier en 66 un livre qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation, qui sera traduit en français et qui sera d'ailleurs un livre qui sera plutôt un best-seller. Et il y aura des suites de ce bouquin avec des nouveaux cas et des nouveaux livres. La somme la plus massive qu'il va publier s'appelle Reincarnation and Biology, donc réincarnation en biologie, qui est en deux volumes et doit faire autour de 1200 pages, qui n'a jamais été traduite en français, qui a été... Il y a quand même une traduction très très abrégée, je pense que 300 pages des 1200 à peu près, donc qui élimine énormément de la base de données qu'il présentait. Et pourquoi il mêle la biologie? Parce que un des aspects qui semble pour lui assez remarquable, c'est qu'il peut y avoir des similitudes corporelles entre les individus, donc celui qui se réclame d'une vie antérieure et la personnalité antérieure identifiée. Et on va peut-être voir quelques extraits tout à l'heure, mais ces similitudes, c'est par exemple la personne est décédée parce qu'elle s'est fait mordre par un serpent à la cheville. Eh bien, la personne naît avec une tache de naissance qui ressemble à deux trous de crocs exactement au même endroit. Ou alors une personne s'est fait tirer dessus, une balle lui a traversé la tête par l'arrière du crâne pour ressortir par l'autre côté, et on va retrouver des formes de taches de naissance ou de cicatrices de ce type-là. Donc là, ça devient des éléments qui effectivement sont très très surprenants. Et il y a d'autres cas, c'est des malformations. La personne la personnalité antérieure, il lui manquait une phalange qu'elle s'était fait couper au cours de sa vie. Eh bien, l'enfant, qui plus tard va revendiquer une connexion avec cet individu, va avoir également des doigts manquants, par exemple. Donc c'est complètement fou, hein, on est bien d'accord, hein. Je vois pas trop vos réactions, mais si. Mais voilà, ça constitue un champ de recherche qui vient, grosso modo, dire comme ça, poser encore une fois la question qui se posait déjà avec l'expérience de mort imminente, à quel point certaines croyances religieuses ont leur source dans des expériences humaines réelles. Voilà. Et comment finalement les choses un peu s'inversent par rapport à ce qu'on croit. On pourrait dire, ces gens-là réclament, affirment avoir des souvenirs de réincarnation parce que c'est la culture ambiante qui les incite à tout ça. Et en réalité, ben, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être vraiment une interaction entre les deux niveaux, c'est-à-dire que la croyance pourrait vraiment s'alimenter de cas réels. Et donc, à l'Université de Virginie,
Enfin, le département, qui était un département, je crois que ça s'appelait de parapsychologie, est devenu la division des études de la perception, division of Perceptual Studies. Ça existe toujours, il y a toujours une dizaine de chercheurs là-bas, il y a toujours un spécialiste, on le verra, qui s'appelle Jim Tucker, qui est un spécialiste de ces cas de réincarnation, qui a publié des livres qui sont même traduits en français. Il y a toujours des journalistes, des documentaires qui vont voir là-bas. Et ça a une telle attractivité qu'ils continuent à recevoir. C'est les premiers sur la liste pour recevoir les cas. Donc à chaque fois qu'il y a un cas qui se déclare dans le monde, on pense à eux. Et ils ont donc archivé comme ça plus de 2500 cas, dont les deux tiers, donc à peu près 1700, euh, ont des personnalités antérieures identifiées. Parce qu'il faut comprendre que donc il y a un tiers des cas où les gens ont cette affirmation, mais on n'arrive pas du tout à résoudre le problème, c'est-à-dire à identifier la personne correspondante. Les informations sont trop imprécises, il y a des erreurs sur les prononciations, ou alors vraiment, je veux dire, pour trouver une personne spécifique en Inde, enfin, voilà, faut y aller, hein, c'est vraiment très compliqué parfois. Et donc les cas où il y a une personne identifiée, Stevenson et ses collègues les appellent les cas résolus. Voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, très souvent, enfin, massivement, les cas sont ceux d'enfants. Ce qui vient aussi questionner vraiment l'influence culturelle, ce sont des enfants entre 2 et 5 ans, donc dans toutes les cultures, hein. À partir du moment où ils vont acquérir les rudiments du langage, ils vont commencer à dire des choses qui sont notées par les parents comme étant un peu étranges, un peu à côté de la plaque, sortir des mots qu'on leur a pas appris, faire référence à des souvenirs, des expériences que les parents ne pensent pas avoir partagées avec l'enfant. Euh, alors, ça vient avec le langage, mais on a aussi, hein, je reviendrai peut-être là-dessus, des prémices de ces choses-là qui sont au niveau comportemental. C'est-à-dire que ces enfants vont développer soit des comportements spécifiques, par exemple des phobies très spécifiques de telle ou telle chose, de l'eau, de tel aliment, de tel endroit, ou aussi des compétences. Des compétences, on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Il y a des cas comme ça, il y a un cas américain de Jim Tucker où l'enfant à 3 ans, il était déjà hyper doué en golf. Et il pensait que sa personnalité antérieure était un golfeur professionnel. Et il finit par devenir lui-même golfeur professionnel. Donc là, on peut dire, ouais, il a un don, il est doué, etc. Mais ce don se combine avec vraiment une sorte de filiation qui est revendiquée. Donc, souvenirs qui émergent entre 2 et 5 ans, mais qui ont tendance à, à disparaître, à être assez évanescents après quelques années. Excusez-moi, Oui, pardon, j'aurais juste une question. allez-y. Là, c'est quelque chose que je découvre totalement. Je ne savais pas qu'il y avait des recherches scientifiques qui se faisaient à ce niveau-là. Et voilà, je vous remercie, je découvre quelque chose. Mais est-ce que donc tout ça c'est scientifique, il y a des méthodes scientifiques pour valider les choses, pour vérifier ce qui est dit, autant qu'on puisse le faire. Mais est-ce qu'il y a des points, comment dire, euh, mince, je perds mes mots. Il y a des positions qui ont été prises d'un point de vue religieux. C'est-à-dire, est-ce que Bah, l'Église catholique, est-ce que les églises ah, presbytériennes ou américaines pardon. se sont mêlées de tout ça en disant oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, c'est des hérétiques, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi, c'est des blasphémateurs, ou au contraire, continuez, on a votre aval, vous avez notre aval. Je crois pas qu'ils aient fait une annexe ou une révision Bible version 2, incluant la réincarnation dedans, si c'est la question. Euh, je crois que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de commentaires directs de ces recherches par les mouvements religieux traditionnels. C'est plus utilisé effectivement, en discussion par les pays, les croyances où il y a déjà une ouverture à cette réincarnation qui, du coup, rentre dans la modernité.
parce qu'elle se combine avec une forme de rationalité. Mais justement, ces recherches-là, elles rencontrent un succès massif sur le plan populaire. Je vous dis, hein, les livres de Stevenson, de Ian Tucker sont largement diffusés. Euh, les documentaires, je vous en montrerai, hein, mais il y en a, si vous voulez, il y en a tous les 2 ans. Là, si vous ouvrez Netflix, vous avez un documentaire qui s'appelle Survivre à la mort de Leslie Kean. Je vais écrire son nom, qui est une grande journaliste américaine. Et c'est en 6 épisodes. Et je crois qu'il y a un épisode entier sur la réincarnation où on voit le Dobbs, on voit Stevenson, Tucker, etc. Stevenson, il est décédé en 2007, mais il y a des images d'archives, hein. Donc, il y a un gros décalage en termes de diffusion dans les marges de la culture occidentale et sa prise en compte par des élites. Là, pour le coup, enfin, c'est une super question, hein. Je n'ai pas fouillé ça particulièrement, mais à ma connaissance, j'ai jamais eu de positionnement par rapport à ces travaux. Encore une fois, ces travaux, ils sont pas forcément marginaux sur un plan scientifique, mais en termes de volume, quoi. Il y a, enfin, on fait le tour assez vite parce qu'il y a que 15 chercheurs qui ont contribué au domaine en l'espace d'un siècle, quoi. Le jour où il y aura un prix Nobel de médecine pour les travaux sur la réincarnation, on en parlera. Mais là, on en est loin, là. C'est plutôt l'intelligence artificielle, là, en ce moment. Donc, ouais, je disais, ces souvenirs ont tendance à être évanescents, à s'évaporer, et en général, cette perte va commencer entre 5 et 8 ans. Et la plupart des cas, alors il va y avoir des petites variations, mais autour de 10 12 ans, à l'entrée dans la puberté, ces souvenirs ont déjà en grande partie disparu. Donc, un autre chercheur, qu'on verra dans le documentaire si on a le temps de regarder jusque-là, mais qui est un psychologue islandais qui est également décédé, je crois, l'année dernière, qui s'appelle Erlendur Haraldsson. Je vais vous donner son nom également à l'écrit. euh, que moi j'ai eu la chance de rencontrer, Haraldsson, donc islandais. Erlendur Haraldsson, lui, va montrer dans donc, des études au Sri Lanka et au Liban que il y a quand même un, jusqu'à la moitié, jusqu'à 2 tiers même parfois de ces enfants qui conservent quelques-uns de ces souvenirs après leurs 8 10 ans, donc dans leur adolescence et jusqu'à devenir jeunes adultes. Quand ils sont interviewés, ils se souviennent de certaines choses, mais pas forcément de l'intégralité. Et donc ça questionne beaucoup par rapport au processus de la mémoire, euh, au sens où enfin, du coup, ça génère beaucoup d'hypothèses. Pourquoi ces souvenirs sont présents dans cet âge infantile? Pourquoi ensuite ils sont désintégrés ou intégrés, c'est-à-dire comme faisant complètement partie de la personnalité actuelle du sujet? Et aussi la puissance des inhibitions sociales et culturelles sur le fait de maintenir ces souvenirs. Voilà, donc on ne sait pas si c'est un processus qui vient simplement de l'individu. Cognitivement, ses souvenirs disparaissent comme le font les souvenirs de la période infantile, de nourrisson. Donc les souvenirs entre 0 et 2 ans, en moyenne, vont disparaître chez tout individu. C'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Alors avec des petites variations entre 18 mois et 3 ans. Mais on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas de souvenir de cette période de 0 ou 3 ans. Et là, on pourrait se dire, de la même façon, on a une amnésie rétro-infantile, c'est-à-dire qu'on oublie même quelles autres personnalités on a pu être passé ce stade-là. Et ça vient dire aussi à quel point c'est compliqué, euh, pour plusieurs raisons. C'est compliqué cette étude, puisque ça va vraiment beaucoup porter sur des enfants, donc c'est toujours dans des contextes familiaux, avec différentes formes d'interaction et d'influence de la famille, qu'on peut jamais totalement isoler. Et puis, on a pu passer à côté de ces cas-là, parce que très souvent, les cas un peu célèbres qui ont été publiés dans la littérature, de gens qui disent avoir des souvenirs de vie antérieure, c'est des cas d'adultes, de jeunes adultes ou d'adultes
qui, par différents types de transes comme la médiumnité ou l'hypnose régressive ou des expériences mystiques, se disent avoir été Marie-Antoinette, se disent avoir été un pharaon, souvent des personnages assez prestigieux comme ça. Et donc souvent l'image qu'on se fait de la réincarnation, c'est une sorte de croyance de quelqu'un qui n'accepte pas son identité actuelle, vient se chercher des origines majestueuses, et ça a l'air très très fantastique et mégalomaniaque. Et très souvent, on a tendance à psychiatriser cette croyance-là, euh, sauf que ça couvre pas forcément toutes les expériences de souvenirs de vie antérieure. Il y a plein de questions après qu'on peut se poser si on accepte simplement de regarder la base de données sans tout de suite dire la réincarnation est prouvée, hein, c'est pas du tout l'idée. On va se rendre compte que euh, la plupart de ces enfants se souviennent être morts très proches en distance spatiale de l'endroit où ils sont nés. Donc, c'est-à-dire, ils vont avoir des distances qui sont autour de 50 kilomètres entre l'endroit de la mort et l'endroit de la naissance. Franchement, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais on peut la mesurer. Euh, et euh, on va avoir des distances plus grandes dans des pays plus grands, comme aux États-Unis ou en Turquie ou en Inde. Il y a très très rarement des cas internationaux où il y a je suis en train de lire en anglais en même temps, donc il y a un- quelque chose d'international. C'est-à-dire c'est un Américain qui est la réincarnation d'un Népalais. Voilà. On a des cas comme ça, mais très peu. Euh, les souvenirs de vie antérieure, aussi la façon dont ils se présentent très souvent, c'est à l'état de veille normale. C'est l'enfant est là, il joue, puis il dit Tu te souviens, maman, quand on a été se baigner dans l'océan et que j'ai failli me noyer? Mais non, on n'a jamais vu l'océan. Voilà. Et très, il n'y a pas vraiment apparemment d'état non ordinaire de conscience qui vient avec ça. Ils sont pas dans une transe avec les yeux révulsés, à parler avec une autre voix. Ça a l'air vraiment très très fluide dans la façon dont ils le racontent. Il y a quelques-uns de ces souvenirs qui viennent sous la forme de rêves et de cauchemars, mais ils sont aussi souvent présents déjà à l'état de veille. Simplement, un enfant qui se souvient que son avion s'est crashé, ça peut être des images qui le poursuivent aussi dans sa vie nocturne. Encore une Euh, question. Allez-y, bien sûr, Je vous m'interrompez autant que vous voulez, hein, il n'y a vraiment pas de problème. je vous remercie. Euh, comment dire? Là, vous avez parlé de la distance géographique, mais la distance dans le temps, dans, dans les vies antérieures, parce que au début du cours, j'ai eu du mal à vous suivre quand vous parliez du psychologue américain qui faisait des études et qui repartait sur le Psychiatre, terrain, psychiatre. le, Ouais. le psychiatre, pardon, qui allait chercher des témoins. Là, vous m'avez un peu perdu parce que je comprenais pas. Pour moi, les vies antérieures, c'était beaucoup trop loin. Ça remontait, je sais pas, n'importe quoi à 300 ans. Oui, J'étais un c'est peu ça. perdu. Donc là, du C'était coup, il y aurait Marie-Antoinette, quoi. une proximité chronologique Ouais, plus je, importante, je vais, plus... ouais, je vais y venir, et notamment parce que on peut repérer des différences qui sont corrélées à la culture locale. Donc si vous voulez, je réponds tout de suite à votre question, puis j'espère, enfin, que ça ira avec mon déroulé, que je retrouve où j'avais mis mes notes par rapport à ça. Euh, alors, c'est pas là, c'est plus haut. C'est les hypothèses. Alors, donc c'est la question qu'on appelle de l'intervalle. Voilà, ça se dit comme ça. Et on va avoir des intervalles plus ou moins longs
Les groupes culturels, alors là, je vais parler d'un groupe culturel au Liban qui s'appelle les Druzes. Euh, Eux, leur croyance, c'est que l'âme du personne va renaître au moment même de sa mort. Et une grande partie des cas, significativement en tout cas des cas qui sont présentés dans cette communauté, tendent à se conformer à cette attente. C'est-à-dire que l'intervalle, il est de quelques jours à quelques heures. Voilà. Par contre, vous avez des Indiens nomades de l'ouest de la Colombie-Britannique au Canada, qui s'appellent les Wet'suwet'en, bon, c'est pas très important, qui, eux, ne sont pas du tout dans cette croyance, et eux vont avoir en moyenne des intervalles beaucoup plus longs entre la mort et la renaissance supposée, qui peuvent, la moyenne, c'est 180 mois. Ok, ça fait vraiment plusieurs années, là, pour le coup, 10 à 15 ans. Vous avez tous les types d'intervalles qui vont être retrouvés dans la littérature, mais très souvent, les cas qui permettent d'être identifiés, on... c'est quand même, enfin, c'est quand même à l'échelle d'une vie humaine, c'est-à-dire on reste dans les 70 ans, au sens où on va retrouver des descendants qui vont confirmer un certain nombre de choses, on va retrouver des archives auxquelles on peut avoir accès, mais effectivement, par exemple, dans le documentaire Survivre à la mort, vous avez, il y a même un, je vous le montre quand même, il y a le bouquin qui va avec, voilà, que je pense qu'on peut trouver en bibliothèque universitaire. Euh, dans Survivre à la mort, il y a un cas d'un acteur businessman d'Hollywood des années 20 qui est retrouvé par un enfant des années 90-2000. Voilà, un étalage, un écart de 70 ans à peu près. Oui, vous avez encore une question? Je- allez-y, comme j'ai un Oui, bon. document, je vois pas forcément votre image en même temps, donc Pardon. allez-y. Oui, j'ai encore une question. Ça peut être sans doute une question bête, hein, mais ça me taraude. Est-ce qu'on a des exemples de plusieurs vies antérieures? C'est-à-dire de quelqu'un qui revient, mais on sait, enfin, on admet on peut prouver qu'il avait une vie antérieure, voilà. Et est-ce que cette première vie antérieure était déjà le résultat une autre vie antérieure auparavant? C'est-à-dire qu'il y aurait une troisième incarnation, quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être Euh, un peu tôt dans les recherches non, pour non, dire non, ça, non, mais non, non, non. Ben, en tout cas, ce sont pas des cas qui ont émergé. d'accord. Et enfin, moi, j'en ai pas vu des comme ça. Et ça pose, enfin, c'est une vraie question parce que du coup, ça donne vraiment cette idée qu'il y a genre la place que pour une seule âme, une seule personnalité. Le terme âme étant du coup très compliqué, mais euh, c'est, vous voyez, très vite, ces expériences nous permettent de poser des questions métaphysiques. Voilà, on en arrive là parce que non seulement il y a des souvenirs de vie antérieure, mais il y a aussi un autre type de souvenir, c'est les souvenirs de l'intervalle. Et vous avez des études qui vont se concentrer sur qu'est-ce que ces enfants ou personnes racontent de la période entre le décès et entre l'incarnation. Donc là, c'est une base de données, ben, après, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, mais effectivement, on n'a pas accès à ça vraiment autrement, et ça pose un certain nombre de questions. Il y a un... Excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y, très Vous bien. avez des auteurs enfin des chercheurs, des noms de chercheurs qui font ces recherches sur les intervalles? Oui, oui, bah, Stevenson l'a fait, mais euh, plus récemment, il faudrait que je retrouve pour être sûr, mais euh, on en parle dans le bouquin de Leslie Kean, mais en français, vous avez également Christophe Fauré, qui a écrit un livre qui s'appelle Cette vie et au-delà, dans lequel il, euh, il tire profit de travaux qui ont été mis gratuitement en ligne par une fondation qui s'appelle le Bigelow Institute. En fait, je vais vous mettre le lien, ça va être plus simple. Donc, en fait, il y a eu, comme à l'époque de Stevenson dans les années 60, un concours sur la question de la vie après la mort. Quelles sont les meilleures preuves? Et donc, sauf que le concours, il y avait 500 000 $ à la clé. Donc, il y avait plein de gens qui ont concouru. C'était très stimulant.
Et donc, tous les essais gagnants sont en ligne ils vont puiser dans les expériences de mort imminente, dans les souvenirs de réincarnation, dans la lucidité terminale, dans d'autres choses. Vous avez 25 lauréats et tout est disponible en ligne. Donc, Christophe Fauré, il a pris, euh, il a pris ces éléments-là et vous allez retrouver la façon dont ils vont du coup analyser toutes ces questions. Il faut peut-être que je fasse une mini pause à un moment pour rechercher spécifiquement la référence par rapport aux intervalles, parce qu'il y a probablement plusieurs chercheurs qui ont bossé là-dessus, mais là, le nom ne me revient pas. Alors, dans les autres particularités, on va avoir le changement de genre. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui disent qu'ils ont été hommes ou femmes dans une autre vie. Et là, encore une fois, on voit une influence culturelle importante. Il y a des communautés comme en Turquie, les Alévis, au Liban, les Druzes, en Amérique du Nord, les Tlingits et Haïda natifs, donc vraiment des Indiens, enfin des natifs américains. Chez eux, il n'y a en pratique aucun exemple de personnes qui deviennent du sexe opposé par rapport à leur personnalité antérieure. En revanche, au Canada, les Kunshin natifs, eux, ça va être la moitié des cas où il y a changement de genre. Et il y a un tiers des cas comme ça chez les Igbos, je ne sais pas où c'est, peut-être encore au Canada, qui admettent un changement de genre. Donc là, c'est intéressant parce que ces changements de genre vont du coup poser aussi des... Voilà, ça va être un peu subversif sur le plan culturel. Et, euh, et très étonnamment, hein, ils ont également dit, mais c'est peut-être une hypothèse pour expliquer autrement la dysphorie de genre. Voilà, imaginez, en réalité, ces personnes vont dire, je me suis toujours senti femme ou homme au fond de moi, sans dire que ça vient de souvenirs de vie antérieure, mais c'est le sentiment très profond que je ne suis pas dans le bon corps. Et là, on a une autre hypothèse qui n'est pas pathologique, et qui viendrait donner une sorte de légitimité à ce sentiment. Voilà. J'ai jamais vu mes collègues psychologues énoncer cette hypothèse dans leurs travaux sur le genre, mais voilà, c'est intéressant. Euh, j'ai plein d'autres éléments comme ça à vous donner. Je vais essayer de suivre mon fil pour pas trop me paumer, mais n'hésitez pas avec vos questions. J'en étais où? Alors, très souvent, il y a une particularité dans le type de décès de la personnalité antérieure. C'est très souvent des morts violentes par accident, meurtre, suicide durant la guerre. Ça va couvrir 51% des cas qui ont été résolus et 61% des cas qui n'ont pas été résolus. Donc vraiment, c'est toujours cette idée, il y a une sorte de marquage affectif extrêmement intense. Le souvenir du décès ne vient pas forcément immédiatement, mais quand il est là, c'est vraiment quelque chose qui s'imprime comme j'ai jamais voulu cette mort, j'ai jamais digéré cette mort. Et des fois, ils vont même dénoncer leur assassin, essayer de le retrouver. Donc il y a une sorte de cold case avec une enquête post-mortem là. Bon, voilà. Le deuxième aspect, c'est que quand la mort est naturelle, l'âge de la mort est important. C'est souvent, du coup, si c'est une mort naturelle, quelqu'un qui est mort jeune. Euh, et euh, plus elle est, ah, plus elle est morte jeune d'une mort naturelle, et plus il y a de chances en fait qu'il y ait un souvenir de ça plus tard. Enfin, une sorte de corrélation qui se met en place. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, finalement, ce qui rejoint ces deux aspects, c'est comme, mais c'est vrai, c'est très métaphysique, hein, mais c'est comme s'il y avait un regret. Voilà. Cette vie n'est pas finie. Cette vie s'est achevée d'une manière inattendue et inaccomplie. Et du coup, elle se poursuit. Voilà. C'est comme si le fil se renouait avec un autre fil de vie, mais que ça ne s'arrêtait pas à cette mort prématurée ou violente. Et donc, effectivement, Stevenson va parler alors en anglais, on dit unfinished ou continuing business, donc un truc en cours, quoi.
un travail non accompli, quoi. Donc ça va se retrouver dans la majorité des cas. Et donc, oui, c'est intéressant, on commence à sortir un petit peu des statistiques, des moyennes de tout ça pour essayer de faire parler un petit peu ces données. Il y a plein d'autres caractéristiques qui sont pas forcément non plus associées à la culture. Euh, au- D'autres qui sont liées à la culture, donc je vais parler du changement de sexe, la relation entre le sujet et la personnalité antérieure. Elles peuvent n'avoir jamais été mises en contact, en proximité ou quoi que ce soit. Donc il y a pas forcément de lien établi entre le groupe initial, enfin la personnalité antérieure et son groupe initial, et la personnalité secondaire. Mais c'est pas toujours le cas. Vous avez des exemples où, par exemple, une maman va avoir un enfant lourdement handicapé qui va vivre quelques années et qui va s'éteindre assez dramatiquement. Et le troisième enfant ou le quatrième enfant qu'elle aura va reprendre des caractéristiques de cet enfant. Il n'aura pas son handicap, mais il aura les mêmes traces, euh, par exemple des opérations qu'il a subies sur le corps, et il va développer des souvenirs de la vie de son frère. Voilà. Et donc là, c'est extrêmement confondant pour la maman, mais ça pose d'autres questions en termes euh, d'attente et de transmission directe des parents aux enfants de ces caractéristiques. C'est bon, est-ce que vous me suivez toujours? Ouais. En gros, qu'est-ce qui caractérise les CORT, les Case of Reincarnation Type, ou on peut dire les EVA, les expériences de vie antérieure? Il y a 5 éléments qui sont vraiment différents, qu'on peut vraiment distinguer. Il y a je vais les faire dans l'ordre chronologique. Hein, pas forcément la quantité de données et d'enquêtes, mais ça ne se produit pas toujours. Hein. Je préviens aussi, ces 5 éléments, ils ne sont pas tous nécessaires pour poser un cas, mais c'est ce qu'on va retrouver. Première chose, c'est une prédiction pré-mortem. Il va y avoir une prédiction euh, au cours de la vie du sujet, qui sera la personnalité antérieure, qu'il va se réincarner plus tard. Il va pouvoir, par exemple, choisir ses parents, il va pouvoir dire qu'il y aura une certaine marque sur son futur corps qui permettra de l'identifier, qu'il y aura certains souhaits, il aura certains souhaits sur les conditions et circonstances de sa prochaine vie, comme ne pas avoir de pied plat, enfin, c'est l'exemple qui est donné. Et donc, il y a une annonce qui est faite, une sorte de prophétie qui va avoir tendance à alerter les autres personnes et générer aussi des biais liés aux attentes. Mais vous avez très classiquement le Dalai Lama ou les grands Rinpoché, etc., qui disent, eux, quand ils vont mourir, ils vont revenir. On le sait d'avance. Et on va garder de toute façon leurs biens pour permettre d'identifier leur réincarnation. Et on commence à les chercher dès qu'ils sont décédés. Donc cette prédiction pré-mortem, elle se produit, alors dans des cadres religieux préstructurés, mais ça peut arriver aussi que ce soit quelqu'un qui fasse ce présage-là, un étranger qui dise tu vas revenir, il va revenir, etc. Deuxième chose, c'est le rêve annonciateur d'un proche. Et notamment durant la grossesse, en général du coup la parturiente, mais ça peut être aussi un proche, une proche, un ami. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Oui, Vous pouvez redire le deuxième, j'ai pas suivi, pardon. c'est un rêve annonciateur d'un proche. Un rêve annonciateur. Donc là, ça se manifeste. euh, Là, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a réincarnation. On n'a pas identifié la personnalité antérieure. On est déjà du côté de la nouvelle personne qui va naître. Donc ce nouveau bébé à naître, on sait qu'il y a un élément, un rêve, qui vient annoncer quelque chose de sa venue et de sa connexion avec une autre personne. Dans le cas dont je viens de vous parler de la maman qui a perdu un enfant handicapé et qui retombe enceinte, elle a eu, par exemple, ce rêve-là. Elle a eu ce rêve qui venait présentifier son enfant précédent et qui lui faisait signe qu'il allait revenir. Donc ça peut être fait très explicitement ou symboliquement.
Par exemple, il y a une personnalité défunte qui apparaît en rêve sur le pas de la porte avec sa valise, comme si elle s'apprêtait à faire une longue visite. Voilà. Le rêveur ne reconnaît pas cette personne défunte. Euh, des fois, elle ne le reconnaît pas, des fois, elle l'identifie. Et du coup, ce rêve peut faire aussi partie des choses qui vont biaiser les attentes et qui vont influencer aussi la façon dont la maman, la famille va accueillir cet enfant et va inférer de ses comportements ou de ses affirmations que ça correspond vraiment à la personne défunte. Vous avez donc, par exemple, des cultures, par exemple, indiens natifs ou des sociétés africaines, où les ancêtres sont censés se réincarner. Et donc, je sais pas, le grand-père chef de village, qui a été tué à la chasse, il y a une cérémonie et il fera retour. On sait qu'il fera retour dans une génération suivante. Et on va guetter aussi, du coup, des signes de ce retour. Je reprends une Troisième question. point, oui, Pardon, je suis désolé. allez-y. Ah non, il faut. C'est un, c'est Donc un là, cours on est interactif. dans. Parce que vous parlez, vous revenez souvent sur les Indiens, les natifs, là en Afrique, donc des sociétés qui sont pas à l'occidental, où il y a une espèce de présupposé. Voilà. Du coup, ça me fait penser aux études anthropologiques. Et je veux savoir s'il y a des liens qui ont été faits entre les études scientifiques des psychiatres et des études anthropologiques qui ont pu être faites dans des sociétés natives, on va dire, et comment les deux peuvent être interconnectés. Ben, un petit peu, je commençais à vous dire, voilà, je vais citer tel ou tel groupe culturel en vous disant, ben, on a on a une connaissance en fait de leurs croyances spécifiques par rapport à la vie, à la mort, etc., leurs croyances métaphysiques, et on voit des corrélations entre les récits que eux rapportent et leurs croyances. Donc une sorte de convergence de tout ça. Et donc oui, il y a des travaux qui sont croisés avec ceux d'anthropologues à ce niveau-là. Mais à ma connaissance, par exemple, je ne pouvais pas vous citer un anthropologue spécialiste de la réincarnation qui ferait vraiment le chemin. C'est plutôt les chercheurs qui sont psychologues, psychiatres, qui vont, du coup, vraiment, quand ils sont sur place, faire des alliances avec d'autres chercheurs et avec des informateurs locaux. Par exemple, en Inde, Stevenson, il ne parle pas indien, il a toujours des interprètes, il a toujours même des chercheurs locaux qui viennent l'appuyer, avec qui il publie des cas. Donc c'est plus dans un mode participatif, mais c'est vrai qu'il y a, enfin à ma connaissance, mais ça pourrait peut-être, je peux me tromper, il n'y a pas un anthropologue qui a fait la passerelle dans l'autre sens, quoi. Et il y a des cas occidentaux. Je commençais à vous présenter par exemple le petit golfeur, des choses comme ça. Euh, Par exemple, récemment, en France, on a Stéphane Alix, qui est un journaliste de guerre, qui a publié ouais, un livre. Alors, je vais rechercher le titre. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Donc Stéphane Alix, il dit que lors de cérémonies, même, je crois que c'était avec de l'ayahuasca et puis d'autres choses comme ça, il a commencé à avoir des remontées de souvenirs. Alors lui, il est adulte, hein, il a 50 ans, hein, des souvenirs. Et petit à petit, il a enquêté sur ces souvenirs qu'il a pu attribuer à un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et Stéphane Alix, quand il fait un bouquin comme ça, c'est un best-seller à plus de 100 000 exemplaires vendus. Donc là, ces idées se diffusent dans la culture occidentale et on a de plus en plus de cas qui vont émerger. Alors, le problème, c'est que pour qu'il y ait un cas qui émerge, il faut aussi qu'il y ait des scientifiques en face. Et le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de chercheurs. Il n'y a aucun chercheur qui bosse sur ça. Même moi, là, je vous parle d'un truc que je maîtrise pas totalement. J'ai jamais eu à faire d'enquête sur ce sujet-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller vers des praticiens qui sont ouverts à ces sujets et qui veulent travailler particulièrement sur les vies antérieures, soit en proposant de l'hypnose régressive, soit il y a des autres formes de dispositifs thérapeutiques où on va vraiment aller chercher
dans le passé, dans le transgénérationnel, des éléments pour comprendre et résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Donc pour l'instant, je dirais que ça se diffuse dans la marge et que du coup, on voit pas encore, par exemple, un cas français qui serait publié correctement dans une revue médicale ou psychologique actuellement. J'ai jamais vu ça, en fait. Aux États-Unis, ça existe, mais j'ai jamais vu ça en France. Euh, et Oui, donc, mais j'en parce qu'en étais. France, on est Oui. plus fermé à ce niveau-là qu'aux États-Unis, je pense aussi. Bah, il y a quand même peu de cas américains qui émergent par rapport à l'ensemble des cas qui vont émerger dans les cultures, où quand on raconte ça, on n'est pas tout de suite pris pour un fou. Il peut y avoir une communication culturelle sur ces sujets. Donc là, ouais, c'est plutôt en termes de sensibilité. Il y a le truc de Virginie, dont vous aviez peut-être pas connaissance il y a une heure, et autrement, ben, il y a peu de chercheurs, donc enfin, ça reste très limité. Ça reste très limité. Je pense que aujourd'hui, un parent qui se retrouve avec un enfant qui raconte des trucs comme ça, je le vois très mal aller en parler à un psy. Ou alors en disant ça va pas, il fait des cauchemars, il a des hallucinations, il a un trouble de l'identité et on va aller gratter plutôt du côté de la pathologie, quoi. Donc je reviens à mes 5 signes, 5 étapes d'un CORT. Donc j'avais la prédiction pré-mortem, le rêve annonciateur d'un proche. Et puis la troisième étape, c'est les marques ou les défauts à la naissance. Donc les marques, c'est des taches, des cicatrices apparentes, des choses comme ça. Les défauts, c'est des ratés, hein, donc des doigts qui manquent, des moignons, des choses très bizarres. Mais on en a tout le temps, hein, je veux dire, il y a quand même un pourcentage des naissances qui ont des défauts et des marques. On ne recherche pas systématiquement si c'est en lien avec une antériorité, mais dans les cas comme ça peut être mis en corrélation. Quatrième étape, ce sont les souvenirs verbaux. Vous comprenez bien que c'est une quatrième étape chronologiquement, puisque ça va demander à ce que l'enfant fasse l'acquisition du langage. Donc les marques et les défauts, ils vont surgir très tôt. Dès la naissance, on va les voir. Et les souvenirs verbaux, ça arrive vers 2 ans. Et il y a également les traits comportementaux ou les phobies qui peuvent arriver avant ou après les souvenirs verbaux. Et donc là, on a, je sais pas, un enfant qui arrive à grimper très facilement aux arbres parce que dans sa vie antérieure, il allait cueillir une noix de coco. Voilà, je donne un exemple qui est dans un cas. Des phobies très spécifiques. euh, et quand on interroge la phobie, enfin l'enfant ou la personne va expliquer que c'est en lien avec, elle est morte de ça. Voilà, elle est déjà morte de ça. Donc, on a des éléments qui, effectivement, c'est à cheval entre la psychologie, l'anthropologie et la médecine. Parce que les marques ou les défauts à la naissance, il faut aller aussi avoir des connaissances un peu somatiques. Donc, du coup, le psychiatre est effectivement tout à fait pertinent dans un cas comme ça, quoi. Euh, euh, je vais vous mettre un lien, parce que je ne vais pas forcément pouvoir tout couvrir. Euh, Vous avez, donc la Société de recherche psychique anglaise qui a fait une sorte d'encyclopédie alternative parce que Wikipédia, c'était vraiment pas suffisant, c'est-à-dire que pour tous les sujets controversés, Wikipédia a tendance à laisser passer des infos complètement fausses et extrêmement critiques sur ces sujets. Donc là, il reprend plutôt les encyclopédies à l'ancienne. Et si vous voulez des articles sur le sujet, en fait, là, je vous ai mis un lien. Vous avez une vue d'ensemble des travaux sur la réincarnation par un des chercheurs qui s'appelle Jim Matlock. Euh, Là, vraiment, je vais en faire qu'une partie parce qu'il y a à peu près une dizaine d'articles spécifiquement sur des cas, sur des questions
très précises sur cette encyclopédie en ligne. Donc c'est tout en anglais, hein, ça se traduit aussi très facilement. Et on voit notamment aussi les questions des liens avec les religions traditionnelles asiatiques, orientales, dans le cadre du pourtour méditerranéen. Qu'est-ce que je vois après dans le monde occidental moderne? Vous avez des photos des 15 chercheurs dans les sociétés tribales, etc. Donc là, vous avez vraiment aussi des éléments importants de... Voilà. Il y a... Ouais, j'ai dit une dizaine d'articles, mais c'est beaucoup plus en réalité. Vous avez des articles bon, généraux sur les souvenirs de vie antérieure, etc. Et vous avez ensuite les éléments de cas, donc réincarnation et phobie. Alors par exemple, voilà, je vais cliquer sur réincarnation et souvenirs d'intermission. L'intermission, c'est donc les souvenirs des intervalles. Et donc je vais vous le mettre également, parce que c'était la question qu'on me posait. Hop. Cet article est également fait par Jim Matlock. Et donc, il y a du coup, ils vont redécomposer l'expérience d'intermission comme étant la mort et son immédiat après coup. Ensuite, l'existence des incarnés, l'étape de sélection des nouveaux parents, l'étape de vie dans le ventre et l'étape de naissance et son immédiat après coup. Et donc, ces 5 étapes, il va y avoir des fois des souvenirs de l'intégralité, des fois des souvenirs que de un de ces aspects. Et ça va être comparé à d'autres types d'expériences. Et là, vous avez toutes les références qui vont avec. Voilà. Du coup, on peut dire que Jim Matlock fait partie des gens qui ont bossé là-dessus, mais vous avez également Jim Tucker, et puis voilà, plein d'autres cas. Là, Stevenson a ainsi bossé là-dessus. Et aux Pays-Bas, vous avez quelqu'un qui s'appelle Titus Rivas, qui a également rassemblé quelques cas. Et il y en a un qui a un nom japonais, mais je crois qu'il est américain, qui s'appelle Okado. Vous trouvez tout ça dans les références bibliographiques. Il a également recensé plusieurs cas de ce côté-là. Donc, ce qui est assez fou, hein, je pense que vous l'entendez, c'est que il y a du boulot en fait. Il y a une base de données qui a mis un demi-siècle à se constituer, mais qui est quand même assez consistante. Bon, c'est toujours, et ça demande toujours des enquêtes indépendantes, hein, mais on a ce questionnement qui devient d'une certaine façon légitime. Et Ian Stevenson, au début, il était considéré comme très très marginal par son approche, mais au final, il a vraiment ouvert un nouveau champ, hein, même si pour l'instant, on ne peut pas dire que beaucoup de gens se sont investis dedans, mais vous avez des cas comme ça, quoi. Euh, hum, là, je lis dans mes notes, par exemple, des types de comportements, de syndromes comportementaux que les enfants vont pouvoir exhiber. Vous avez donc le cas du golfeur c'est un enfant américain qui s'appelle Hunter. Il a également sa propre page, hein. Vous avez quelqu'un d'autre qui est dans un autre enfant, un garçon dans le baseball, pareil, des prédispositions, qui peuvent donc être décrits comme des prodiges sportifs. Qui disent que leur don vient de là. Vous avez sinon un enfant indien qui s'appelle Corliss Chotkin, qui lui, c'était les bateaux à moteur. En fait, il avait une passion pour ça et des connaissances innées sur comment s'en occuper, comment les piloter et tout. Vous avez un garçon brésilien qui s'appelle Paulo Lawrence, qui lui savait utiliser la machine. Alors, je crois que c'est une machine à coudre, mais je vérifie en anglais ce que ça veut dire. Oui, une machine à coudre de sa sœur décédée. Donc, sa sœur est décédée, lui, il arrive et il réutilise sa machine comme si on s'en était toujours servi. Donc, voilà de quoi surprendre effectivement les parents. Il y a également des compétences non apprises de type langagière. Donc ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle la xénoglossie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme qui est construit sur étrangère et langage. Et donc, alors cette xénoglossie, elle peut être passive. L'enfant, on lui parle dans une langue
et il comprend. Elle peut être récitative. Il fait, je sais pas, un mantra d'une autre langue. Il sait pas ce qu'il raconte, mais il le raconte. Il chante une chanson, comme s'il l'avait apprise. Voilà. Et responsive, qu'on pourrait dire comme réactionnel. Et donc là, il est capable d'échanger autour de cette langue. Donc il sort un mot, il explique ce que ça veut dire, et il peut l'utiliser correctement dans le langage. Donc, euh, très clairement, je vous parle de choses enfin, qui font hurler, quoi. C'est, c'est contraire à toutes les théories linguistiques du langage qu'on peut avoir, dans l'idée où, si on prend Lacan, Lacan va dire qu'il y a une primauté du signifiant, que le sens des mots n'est que secondaire à leur inscription dans, dans un bain de langage collectif. Et là, en fait, on voit plutôt l'inverse, le sens des mots est inné et leur formulation est secondaire. Et donc, un enfant peut comprendre des mots sans les avoir acquis sur le plan d'un apprentissage engagé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très étonnant. Et puis, Ian Stevenson a travaillé aussi particulièrement sur la xénoglossogne et avec il a un cas où il a fait un bouquin entier dessus avec beaucoup de documentation où la personne américaine se met à parler suédois parfaitement, voilà, sans avoir jamais eu de contact avec la langue suédoise. Et vous avez dans l'histoire de la science psychique le cas de Patience Worth, euh, qui est une Anglaise, qui se met à écrire en écriture automatique un anglais du 15e siècle, mais qu'elle écrit parfaitement, et elle rédige un poème de 9000 vers, si je ne me trompe pas, en l'espace d'un jour ou deux, dans une langue que plus personne ne parle, et qui va demander les analyses de spécialistes pour vérifier que ça correspond à un usage grammatical et sémantique correct de plusieurs siècles auparavant. Donc des cas comme ça, effectivement, viennent vraiment questionner, encore une fois, comment on accède au langage, comment se font les apprentissages, c'est quoi le génie, c'est quoi la mémoire, c'est quoi l'identité. Donc vraiment, les expériences de vie antérieure, elles ouvrent des boulevards assez subversifs hein, sur l'ensemble des compréhensions qu'on peut avoir des modèles psychologiques en cours. Vous m'arrêtez s'il y a des questions encore. Donc, autre point, je disais, c'est les signes physiques de réincarnation. Donc, c'est pas systématique, hein, encore une fois, mais il y a des marques de naissance qui vont refléter des cicatrices fatales, qui peuvent également commémorer des cicatrices qui ont été guéries. C'est pas forcément celles avec lesquelles il est mort. Par exemple, ça peut être aussi des tatouages, des ulcères. euh, il y a des choses comme ça, voilà, des marques qu'il y avait sur le corps éventuellement de la personnalité antérieure, qui sont comme reproduits. Euh, il y a plusieurs marques de naissance par rapport aux oreilles, donc sur le lobe ou les circonvolutions des oreilles, qui vont correspondre à des boucles d'oreilles, tout simplement. Je suis en train de traduire earring holes, donc des trous d'oreilles, mais c'est des boucles d'oreilles en gros. Voilà. Donc, il y a aussi des défauts de naissance qui vont souvent correspondre à des blessures de la personne. Donc, il y a un garçon américain qui se rappelle avoir été un policier, qui est mort après avoir été... on lui a tiré dessus dans la poitrine. Et il naît avec un trouble cardiaque, en fait, sévère. Donc, comme s'il avait encore une balle logée dans le cœur. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des enfants asiatiques qui disent avoir été des personnalités britanniques ou américaines et qui vont présenter des dimensions
plus grande que les autres enfants de la même famille. Donc ils vont avoir une carrure européenne euh, en naissant enfin c'est des vilains petits canards en fait si vous voulez. Il y a des différences aussi physiques chez des jumeaux monozygotes. L'un des jumeaux va avoir des marques de naissance alors que l'autre pas. Et là, c'est aussi, enfin, quand on y réfléchit, on ne comprend pas vraiment comment ça peut se passer. Et donc, il y a un cas, c'est celui de Gillian and Jennifer Pollock, que vous allez retrouver sur l'encyclopédie que je vous ai indiquée. Et donc, les sœurs Pollock, Jennifer a des marques de naissance, et l'une de ces marques correspond à une sœur dont elle se rappelle de la vie et qui a eu un accident quand elle avait 3 ans, donc 2 ans avant sa mort. Et je vais essayer de traduire parce que là c'est un peu compliqué. Mole, qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait un grain de beauté à l'endroit où il y avait eu la blessure. Voilà. Bon, sur la question des défauts et des marques de naissance, il y a quand même une surveillance, une vigilance à avoir par rapport au fait qui pourrait être planifié et induit délibérément. Quand dans une culture, une famille, on veut absolument que la personne ressemble à une autre, ils peuvent faire passer ça comme des marques de naissance alors qu'ils les ont pratiquées. Voilà, donc ça, c'est aussi un examen médical qui peut déterminer ça. Euh, et puis, il y a aussi des cultures où ces marques de naissance sont faites volontairement sur les personnes qui meurent pour pas qu'elles reviennent. Mais en fait, malheureusement, du coup, les nouveaux enfants à naître vont porter les marques qui ont été faites sur le cadavre. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais voilà. Donc, je vais passer maintenant un peu aux aspects plutôt psychologiques. Il y a eu des tests psychologiques qui ont essayé de regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont montré que ces enfants qui présentent des souvenirs de vie antérieure ne sont pas plus suggestibles que les autres. Euh, Ils ont des tendances dissociatives, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à rentrer plus facilement dans la rêverie, à avoir des changements de personnalité plus faciles, plus labiles, mais en deçà d'un niveau pathologique. Et donc, on dit qu'ils sont pas plus suggestibles, c'est quand même cette idée que ils sont pas plus influençables que les autres enfants. C'est pas des enfants forcément qui vont obéir au doigt et à l'œil, aux desiderata des parents. En revanche, on va remarquer qu'ils ont un niveau cognitif plus élevé et des meilleurs résultats scolaires que leur père. Et collectivement, si on fait la moyenne de leur intelligence, ce sont des enfants dits doués. Et donc, encore, on pourrait imaginer à nouveau avec notre épidémie d'enfants au potentiel intellectuel, HPI, euh, qu'on a peut-être. Enfin, imaginons tout simplement qu'il y ait une sorte de porosité à cette personnalité antérieure qui, elle, a déjà fait toute sa scolarité. Si, euh, si, euh, si on a la science infuse, pourrait-on dire, effectivement, ça va être beaucoup plus facile à l'école. Si on laisse transiter ça, on a une intelligence qui est déjà fortement présente. Mais c'est vraiment juste une hypothèse en lien avec ça. Ils ont aussi, hein, toujours sur le plan psychologique, plus de problèmes comportementaux que leur père. Donc, ce sont des enfants qui sont plus nerveux, plus impulsifs, ils sont plus colériques et ils ont tendance à être plus perfectionnistes. Donc, Haraldson, qui a fait ses études, il va observer aussi des symptômes de stress post-traumatique. Donc là, notamment tous ceux qui vont rapporter des cas de mort violente, ça va entraîner les mêmes types de conséquences qu'ils s'ils avaient vécu eux-mêmes la guerre, le meurtre, etc. Et il y a aussi du coup des phobies qui vont émerger en lien avec ces morts violentes. Je l'avais déjà dit. Euh, Plus ils grandissent, donc on a des études du coup qui vont regarder vraiment dans le temps,
plus ces enfants ont tendance à bien s'ajuster. Les difficultés sociales s'amenuisent, euh, et ils vont plutôt tirer des bénéfices à long terme de tout ça. Donc je vais aller sur une autre partie, sur les répercussions plus précises. Alors très souvent, il faut comprendre aussi que ces enfants vont acquérir très tôt une notoriété importante dans leur groupe familial et culturel. Euh, Quand la culture l'accepte bien, ben, ils sont investis de quelque chose. Alors cette publicité, cette notoriété, elle peut avoir des conséquences positives comme négatives pour l'enfant et ses familles. Ça peut être assez troublant et ça dépend aussi de l'entente familiale, mais il y a des enfants qui vont demander à leur famille absolument qu'ils soient ramenés dans leur maison, qu'ils retrouvent leur mère, leur frère, leur sœur, etc. Et qui vont même s'opposer à leurs parents en niant que ce soit leur vrai père et mère, ce qui est une bonne source de conflit familial, hein. Euh, et il y a des familles qui étouffent complètement ça, qui refusent du coup ce discours. On n'a pas de données systématiques, hein, on a juste quelques cas comme ça où on voit un peu cette dynamique en place. Euh, Pour les phobies, par exemple, je vous donne un chiffre, on a 36% de phobies dans un échantillon d'environ 400 cas chez Stevenson, des phobies qui ont tendance à décroître en intensité en même temps que les souvenirs de la vie antérieure s'effacent. Et il faut comprendre que les phobies, de façon générale, les phobies infantiles ont tendance à être transitoires et à décroître. Donc on ne sait pas si c'est forcément lié à la diminution des souvenirs ou au phénomène normal en fait de maturation. Et à long terme, euh, on a plutôt des cas où les enfants vont vivre avec des vies normales, sans forcément maintenir des souvenirs. On en a qui revoient les vidéos quand ils ont témoigné ou qui relisent les témoignages qu'ils ont fait de l'époque, mais qui, enfin, c'est plus du tout eux, quoi. Enfin, c'est très loin pour eux et ça ne les envahit plus du tout. Ils sont pas du tout parasités par ces précédentes personnalités. Donc voilà, c'est aussi assez courant. Donc des amnésies, hein. Euh, tu- 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 euh, Sur les cas où il y a changement de genre, il y a parfois des demandes du côté de la dysphorie de genre. Stevenson l'avait pointé dès 1977. Et d'autres fois, une accommodation. C'est-à-dire, on se vit comme en intégrant son côté féminin-masculin, etc. On s'identifie au corps actuel. Euh, voilà. Est-ce que là, parce que je vous balance beaucoup d'infos, est-ce que ça vous dit que j'essaie de vous montrer tout un bout de documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube? Je vais vous donner le lien également parce que je pense pas le diffuser en intégralité, mais comme ça vous voyez un petit peu les personnages, puis ça fait en même temps une petite pause dans l'écriture. Et donc je vais faire en sorte de partager cet écran. Non, c'est pas ça que je voulais partager. Je crois pas. Euh, une fenêtre. Et la fenêtre, c'est celle-ci. Voilà. Alors j'espère que ça va marcher au niveau du son. Hmm. Quelle preuve avons-nous quant à la possibilité de la réincarnation? Ok. Ian Stevenson et d'autres très bons chercheurs ont documenté de façon très méthodique les souvenirs de certaines personnes et sont allés vérifier la véracité des informations recueillies. Vous avez reconnu à l'accent que c'était Par québécois. exemple, affirmer avoir été une telle personne, vivant dans une telle ville, faisant telle chose dans la vie, vivant à telle adresse, étant marié à telle personne. They were married to this person. And Ian et ses chercheurs ont interviewé cet enfant, ont recueilli cette information et sont allés dans la ville en question pour vérifier les renseignements. Ian Stevenson a recueilli plus de 2000 cas semblables. En fin de compte, personne n'arrivait à critiquer sa méthode.
Dans le Journal of Scientific Exploration, nous avons publié de nombreux articles sur la réincarnation et ils ont été rédigés principalement par le professeur Ian Stevenson de l'Université de Virginia. Sa recherche est l'exemple parfait qu'une méthodologie scientifique peut être appliquée à une chose aussi irrationnelle que la réincarnation. Une des études publiées récemment traite d'anomalies congénitales reliées à des blessures mortelles subies par des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Stevenson a remarqué que les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure vont en parler dès qu'ils apprennent à s'exprimer. Ils arrêteront entre 5 et 7 ans. Il a examiné les cas de 210 de ces enfants affligés de rares anomalies congénitales. Dans 85% des cas, il a été possible de confirmer la relation entre la blessure subie dans une vie antérieure et l'anomalie congénitale. Comme cette tache de naissance sur la poitrine d'un jeune Indien qui se souvient de la vie d'un homme qui se nommait Maharam, tué à faible distance par une balle de fusil de chasse. Ce dessin nous montre les blessures par balle qu'un homme appelé Maharam aurait subies à la poitrine. Au cours des 40 dernières années, 2500 enfants prétendant se souvenir d'une vie antérieure ont été répertoriés. Toute une équipe de chercheurs s'est alors constituée dans l'enceinte de l'Université de Virginie pour étudier ce phénomène. Le psychiatre Jim Tucker en dirige les recherches. On l'observe partout dans le monde, dans les milieux et familles qui croient ou non en la réincarnation. Nombreux sont les cas où les déclarations des enfants se sont révélées exactes. La constance et la précision des souvenirs relatés sont deux caractéristiques récurrentes. Donc vous voyez un petit peu comment c'est rangé les archives. Les enfants commencent généralement à parler de leur vie antérieure à un très jeune âge, vers 2-3 ans. Certains restent purement factuels, alors que d'autres montrent de l'empathie et éprouvent de la nostalgie envers leur ancienne famille. Jim enregistre les témoignages des enfants pour ensuite rechercher un lien possible avec une personne ayant vécu par le passé. Là, on voit que c'est un montage, hein. Donc c'est ça, ce sont les livres traduits en français dont je vous ai parlé. Et on va voir celui de Jim Tucker qui est le plus récent. Bon, c'est vrai, c'est une écriture un peu populaire, hein. Et ça, c'est un des plus anciens. Ce sont des spirites qui se sont intéressés à ces cas-là, donc Alan Kardec. Le spiritisme étant un des mouvements occidentaux qui croit à la réincarnation, qui mélange le christianisme et la réincarnation. Vous avez Albert de Rochas, qui était un administrateur de Polytechnique, qui a également écrit sur ce sujet. Il utilisait l'hypnose régressive. Et donc, je pense que c'est des spirites qui ont fait ce montage parce qu'ils ont l'air très, très contents de tout ça, quoi. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous si peu enclins à croire au phénomène de la réincarnation? Par nous, j'entends les Occidentaux en général, parce qu'en Asie, par exemple, la très grande majorité des peuples croient autant à la réincarnation que les catholiques en la résurrection du Christ. Des chercheurs qui s'intéressent de près à la question ont d'ailleurs recueilli des témoignages assez troublants en Inde, au Tibet et dans certaines tribus du nord du Canada. Ce que ces personnes ont en commun, c'est une culture qui fait de la mort un passage et non une fin en soi. Alors, au cours de la prochaine heure, vous entendrez des témoignages d'enfants qui racontent des faits qu'ils sont censés ignorer. Vous en verrez d'autres qui arborent sur leur corps des marques qui ressemblent à des coups de couteau. L'Université de Virginie est un centre de recherche sur ces enfants qui disent se souvenir de vie antérieure. Ça a un peu évolué, hein, c'est un peu plus moderne. A enquêté sur presque 3000 cas. Voilà, c'est Ian Stevenson. Selon un sondage fait en Inde, un enfant sur 500 aurait ses mémoires. Un sur 500, c'est énorme. Vers 6 ans. Il semble cependant y avoir moins de cas en Occident. Nous entendions souvent des parents occidentaux dire qu'ils auraient aimé connaître ces recherches quand leurs enfants avaient 3 ans. Les enfants disaient des choses comme « J'étais un pilote et je me suis fait descendre ». Les parents disaient à leurs enfants de cesser de raconter des histoires. Maintenant, ils ne se souviennent plus de rien. Certains cas sont définitivement oubliés en Occident, mais ils sont découverts beaucoup plus facilement en Asie. Les Amérindiens de Colombie-Britannique ont une croyance enracinée en la réincarnation. Malgré leur christianisme, les anciennes croyances sont encore présentes.
Ces croyances viennent probablement d'Asie. Elles auraient été emportées par les nomades qui vinrent d'Asie en Amérique lors de l'ère glaciaire précédente. Emma Mitchell fait partie de la congrégation de Morristown, une église de la tribu de Wet'suwet'en, et elle croit en la réincarnation. Dans cette photo de famille, elle a 4 ans. Elle y est avec son frère Jimmy, dont le cadavre a été repêché dans la rivière Skeena. Sa mort demeura un mystère jusqu'à ce que le petit-fils d'Emma, appelé Jimmy, entendit les cloches d'église sonner. Le garçon demanda à sa grand-mère pourquoi les cloches sonnaient. Elle répondit qu'un voisin était mort. Il a demandé « Qui ?» J'ai dit Donald Gray. Il a dit « Pourquoi est-il mort? Il a engagé des gens pour me tuer, 3 hommes. C'est pourquoi je suis mort. » Maintenant, il est mort et il en a ri. La famille croit que Jimmy est la réincarnation de son grand-oncle. Il a raconté en détail comment son oncle a été battu et jeté à la rivière dans une dispute sur les droits de pêche. Gaffer le saumon dans le canyon de Morristown est aussi dangereux que ça en a l'air. Mais le statut social et la richesse en dépendent. Les autres pêcheurs doivent céder la place à un chef. Donald Gray a contesté le droit de pêche de Jimmy et cela a évolué en dispute. Ironiquement, le neveu de Jimmy est mort dans la rivière Skeena. Il est tombé ou a été jeté de cette falaise. Mais sa mort n'a pas arrêté le cycle des renaissances. There's always a cycle that you can't stop. And this is where the reincarnation fits in. Nelson, un petit-fils d'Emma, est un élève de cette classe sur les cycles de la vie. Nelson est supposé être la réincarnation des 2 Jimmy. Étant enfant, il se souvenait des 2 vies précédentes. Il disait qu'il aurait aimé être une fille. Il aurait ainsi moins de chances de se noyer une 3e fois. Avant d'oublier ces 2 vies, Nelson parlait de ses vies antérieures, dont une voiture qu'il aurait possédée. Il courait autour de la voiture et nous disait que c'était sa voiture et que maintenant les pneus étaient à plat. Il les frappait du pied, demandant qui lui a fait ça. Il n'avait que 2 ans, 2 ans et demi. Tous les enfants dans ce jeu sont considérés être des réincarnations. Certains ont des marques de naissance correspondantes à celles de personnes mortes, de qui ils ont parlé. On observe les nouveau-nés pour les signes révélateurs. This combination of statements by the child. Donc, toutes ces caractéristiques, Sonia Mike, mémoire, une des marques chercheuses corporelles, américaines. état de santé similaire à celui de gens morts, doivent être examinés en détail. Dans certains cas, les évidences sont très difficiles à expliquer. Very difficult to explain. For example, these cases where Par exemple, ces enfants qui ont des marques de trous dans les oreilles, ce n'est pas quelque chose qui peut être transmis génétiquement. Plusieurs enfants sont nés avec des marques autour des oreilles qui pourraient correspondre à des cicatrices de boucles d'oreilles ornementales portées par les chefs. Certains enfants semblent même se rappeler de la vie d'un chef. I have not been able to think. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication pour ces cas autres que la réincarnation. Mais qu'est-ce que la réincarnation? Qu'est-ce qui se réincarne? C'est une grande question qui n'est pas du tout comprise. A very large question that's not understood.
Le professeur Stevenson a étudié des centaines de marques de naissance et de déformations chez les enfants. Ce jeune est né avec des marques sur la poitrine. Il se souvient de la vie d'un homme tué par une arme à feu. Ce dessin de l'autopsie contient des marques similaires. Par comparaison, le professeur Stevenson a la photographie d'un torse avec des blessures semblables. Je suis particulièrement intéressé à une série de 15 cas où les enfants ont deux marques correspondant à l'entrée et à la sortie d'une balle. Les médecins légistes savent que normalement le trou d'entrée est petit et rond et le trou de sortie est plus gros et irrégulier. Small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks and Pour la moitié de nos patients, c'est exactement le cas. Cet enfant est né sans l'oreille droite, mais avec les mémoires d'un homme qui a été tiré à la tête. he remembered the previous life of a peasant farmer. Il se souvenait de la vie d'un paysan en Turquie qui avait été faire une sieste dans un pâturage au crépuscule. Un voisin, chassant le lièvre, l'a confondu avec un lièvre et l'a tiré à bout portant avec un fusil. Sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken and Nous avons communiqué avec l'hôpital où l'homme a été amené. Le rapport affirme qu'il y est resté 10 jours avant de mourir d'une hémorragie cérébrale. Et ce garçon se souvenait de la vie et de la mort de cet homme. Ce birman dit se souvenir de la vie d'un bandit célèbre qui a été capturé et... Voilà, il y en a plein. Je vais pas tous les faire. Je vous montre juste Erlendo Ralsol pour le fun. Vous allez voir, c'est un grand là. Voilà, ça c'est Erlendo. Et que son père avait une rizière proche de cette passerelle. Le père de Shiromi possède aujourd'hui ces rizières. Mais il y a bien eu une rizière ici, et il y a bien eu une passerelle sur la rivière à cet endroit. Toutes ces affirmations collent très bien à la vie de Shiromi. Voilà, donc il y a d'autres chercheurs qui vont bosser avec Stevenson, puis indépendamment, et trouver des cas similaires. Voilà, vous avez normalement le lien, donc la possibilité de regarder intégralement. Puis, comme je l'ai dit, il y a aussi sur Netflix un autre documentaire qui est assez bien fait là-dessus. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça fait de vivre avec l'idée qu'il y a des gens qui ont vraiment des souvenirs de réincarnation? Ça me pose une question, parmi d'autres, c'est que c'est pas les mêmes personnes en fait. La réincarnation, c'est pas la même personne qui revient dans un autre corps. C'est deux personnalités différentes en quelque sorte. On est Ouais. d'accord. Oui, C'est c'est ça, quelqu'un il y a une interférence. C'est ça. D'accord. C'est pas la même personne qui revient dans un autre corps. C'est pas quelqu'un qui dit j'étais C'est chez moi. Ouais. ouais, voilà, ouais, d'accord, c'est une interférence. C'est ça. OK. En tout cas, oui, ça se présente comme ça et on a vraiment l'impression d'une lutte avec une possible intégration, mais qui vient questionner les modèles classiques de compréhension de comment on construit une personnalité. Et il faut comprendre que les Occidentaux, ils confondent un peu leurs propres croyances avec leurs modèles en psychologie, parce que les modèles occidentaux, c'est il y a un esprit dans un corps. Voilà, on est un, unique, et toute notre vie, on ne sera qu'une seule et même personne. Et on pense que cette finitude est évidente et que rien ne peut la remettre en cause. Sauf qu'en réalité, dès le 19e siècle, il y a des études sur les personnalités alternantes, successives, multiples, qui vont montrer qu'il peut y avoir plusieurs personnalités dans un même corps. Et des fois, pendant 15 ans, vous êtes une personne, pendant 15 ans, vous êtes une autre personne. Donc, vous avez des cas qui sont travaillés par les médecins de l'époque, comme Eugène Hazan de Bordeaux, des choses comme ça, qui vont vraiment questionner complètement la création de la personnalité. Et ensuite, avec l'étude plus systématique du spiritisme, dans lequel les médiums ont pour usage
d'aller introjecter, aller chercher les personnalités des personnes avec qui, des défunts avec qui ils veulent rentrer en contact, eh bien, ils vont en prendre les traits, ils vont prendre les traits physiques, ils vont prendre les expressions, et ils vont développer une interaction où on a l'impression qu'ils deviennent temporairement cette personne. Et vous avez aussi l'hypnose expérimentale, où très facilement, on arrive à reproduire ça en conditions contrôlées. Vous devenez un homme si vous êtes une femme si vous êtes un homme, une personne âgée, un enfant. Vous devenez ce qu'on va vous demander de devenir. Et il y a un repérage, en réalité, à ce moment-là, de plusieurs choses. Donc, ils vont parler de plasticité du psychisme. Charles Richer, qui est un médecin, parlera d'objectivation des types, qui va en gros dire les, les, les types de personnalités qu'on peut potentiellement incarner sont disponibles. Voilà. On privilégie par habitude un type de personnalité, mais en fait, on aurait accès, et comme le fait un acteur au final, à d'autres personnalités. Et deuxième aspect, qui est vraiment débattu au cours du 19e siècle, c'est la notion de polypsychisme. C'est qu'il y a pas forcément un grand fil rouge de personnalité, il y a plutôt un réservoir avec des tendances, et ça va développer les théories de l'inconscient, voilà, même avant Freud, ce qu'on va appeler la première psychiatrie dynamique. Et donc, ces théories de l'inconscient intègrent l'idée qu'il y a des personnalités embryonnaires. Il y a une partie de vous, par exemple, qui ne s'est pas développée. Voilà. Vous auriez pu être un sportif de haut niveau, je ne sais pas, avec la mentalité de sportif, mais finalement, vous avez choisi une autre voie, quoi. Et on vous a peut-être pas encouragé sur cette voie. Mais ces personnalités embryonnaires peuvent malgré tout grossir, grandir. Ça se voit notamment dans les cas de traumatisme. Vous avez une fragmentation, une fracture de la vie psychique, avec une partie dissociée du psychisme qui possède sa propre chaîne de souvenirs, ses propres repères dans la vie, et qui peut faire l'objet d'une amnésie totale, et des changements de personnalité. C'est-à-dire, c'est plus la même personne avant et après le trauma, par exemple. Et donc, les chercheurs vont développer un modèle, des chercheurs occidentaux, et en sciences psychiques notamment, un modèle pluriel de la personnalité, en disant il faut casser un petit peu ce dogme de l'unité psychique fiable et permanente, et plutôt penser les diverses influences et tendances qui se stabilisent plus ou moins sur des personnalités. Et je dis bien plus ou moins parce qu'en fait, quand on est thérapeute clinicien, ce qu'on veut, c'est changer les gens. Donc on imagine que les gens, ils sont capables de se comporter différemment de la façon dont ils font. S'ils ont une phobie, il faudrait peut-être leur enlever. Donc c'est pas juste un ressort cognitif, c'est aller chercher des souvenirs différents, les retravailler et reconsolider une autre personnalité avec un potentiel qui était inexploité, avec des motivations nouvelles, etc. Donc voilà, déjà c'est la théorie de la personnalité qui, entre l'unique et le multiple, se discute. Moi, du coup, s'il y a d'autres questions. Bah, peut-être une dernière, oui. Parce on utilise toujours le même mot depuis 1 heure et demie, c'est réincarnation. Et c'est le mot qui pose problème. Parce que si on n'appelait pas ça réincarnation, je pense que je sais pas, peut-être ça intéresserait plus les gens ou ça serait moins bloquant, je sais pas. Parce que quand on dit réincarnation en Occident, forcément, on pense à la religion. Oui, Donc, évidemment, oui. forcément, c'est clivant. Forcément, ça rebute certaines personnes ou ça pose question à d'autres personnes. Est-ce que ce mot de réincarnation, dès le départ, par Stevenson, il a été choisi délibérément, ou bien il a été utilisé parce qu'il ne savait pas comment le dire autrement,
ou il a été utilisé parce qu'il est d'origine chrétienne? Est-ce qu'il a envisagé, ou d'autres ont envisagé d'utiliser un autre mot que réincarnation pour que ce soit moins clivant, justement, et plus rationnel, entre guillemets? En fait, je vous ai dit, ça s'appelle des cohortes. Case of Reincarnation Type. Et en gros, c'est cas de type réincarnation et qui veut déjà mettre un peu entre guillemets la notion même de réincarnation. Les gens revendiquent ça, mais c'est un truc. Et après, je vous ai dit, on peut aussi appeler ça les expériences de vie antérieure ou les souvenirs de vie antérieure, parce que c'est phénoménologiquement comme ça que ça se présente. Ça se présente comme des gens bien vivants, aujourd'hui, attribuent une partie de leur vie psychique euh, à un autre être qui les a précédés. Voilà. Donc, vraiment, on en reste là. Après, Stevenson, et je peux vous en parler, a beaucoup discuté les différentes théories qui pourraient s'appliquer, et lui ne conclut pas forcément, même avec tous ces éléments-là, à la réincarnation admise, en fait, hein. Donc, du coup, si vous voulez, je vous parle un petit peu des éléments théoriques qu'ils ont dégagés. Donc, il y a 4 grandes directions au niveau des explications. L'idée que ces expériences représenteraient des vies antérieures véridiques. Donc ça, c'est l'hypothèse de la réincarnation. Stevenson l'a travaillé à plusieurs reprises, etc. Il y a une autre hypothèse issue de la parapsychologie, l'hypothèse de la perception extrasensorielle. En fait, ces enfants, ils récupèrent par clairvoyance, télépathie, prémonition, peu importe, des informations, des affects transmis par d'autres personnes. Personnes décédées ou vivantes. Parce que, au final, si vous reprenez la logique de ces enquêtes, ces enfants vont vouloir rencontrer les personnes bien vivantes qui ont été marquées par le décès, qui sont des proches, des choses comme ça, et ils vont se retrouver, ils vont se prendre dans les bras, ils vont finalement se reconnaître mutuellement. Mais ce moment-là, vis-à-vis de l'enfant, c'est un moment du futur. Donc imaginons que l'enfant euh, ait accès à ces retrouvailles futures, qu'il en ait le pressentiment qu'il va aller converger vers ces retrouvailles. Et finalement, ça, c'est une autre forme d'explication. Il a des dons de prémonition et il va aller, il va s'activer en fonction de ces ressentis-là. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, vous avez cette hypothèse aussi qui est abordée. Il y a une hypothèse plus classique qu'on dit socio-cognitive, plus prosaïque, où tout ça, ce sont des constructions, des interprétations culturelles de comportement, pour tout ou pour partie de ce qui se passe. Et effectivement, on voit des influences culturelles. Les modes d'enquête rendent très difficile en réalité l'appréhension très objective de ces cas, parce que quand le chercheur est informé qu'il y a un cas, le cas, il peut être là depuis 6 mois au minimum, des années parfois. Et dans ces temps-là, il y a eu déjà plusieurs récits, il y a eu plusieurs formes d'influence locale, culturelle et tout. Il peut y avoir des tentatives aussi déjà pour identifier la personnalité antérieure qui biaisent les choses. Et puis, très rarement, les familles ont le réflexe d'enregistrer, soit à l'écrit, soit maintenant avec les outils d'enregistrement modernes, les affirmations. Et donc, il y a des problèmes. Ils nous disent, oui, là, on a vu un extrait. Oui, quand il avait 2 ans et demi, il a tapé sur les pneus de sa voiture en disant qui a fait ça. Et déjà, on peut se dire, mais est-ce qu'elle a vraiment un souvenir, la mamie, là, est-ce qu'elle a vraiment un souvenir très juste de la situation? Est-ce qu'elle nous raconte vraiment ce qui s'est passé à l'époque? Est-ce que d'autres personnes peuvent confirmer la chose? On n'a pas filmé l'enfant en train de faire ça. L'enfant qui avait 2 ans et demi, il n'a pas l'air d'avoir des souvenirs de ce moment-là. Euh, et puis, euh, et puis au final, est-ce qu'un enfant qui voit un pneu dégonflé à 2 ans et demi et qui tape dedans, est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation comme il reconnaît que c'est sa voiture et qu'il y a un problème? Vous voyez? Donc toutes ces hypothèses, elles viennent un peu modérer la conviction qu'on peut avoir. Et quatrième hypothèse, aussi très prosaïque, ce serait des tromperies délibérées ou motivées inconsciemment par un besoin de notoriété, de grandeur personnelle ou de confirmation d'une croyance locale en la réincarnation. Donc là, on avait encore une fois une culture
où la réincarnation est très présente. Vous voyez, il y avait des cours sur les cycles de vie. Bon, c'est pas, on fait pas ça à l'école habituellement, hein. Et puis vous avez ce décès mystérieux du grand-oncle. Bon, ben, vous voyez bien qu'il y a une attente à ce qu'il y ait une sorte de vengeance, à ce qu'il y ait une sorte de continuité par rapport à tout ça. Bon, Stevenson va dire quand même que la fraude n'est pas une explication plausible ou satisfaisante pour une grande partie des cas qu'il a investigués. Elle peut pas être éliminée en permanence, mais elle n'est pas totale, quoi. Je ne sais pas si si vous avez des questions par rapport à ça. Plus pour l'instant, non. Ok. Je vous remercie. Du coup, si on revient sur les questions des aspects comportementaux et des phobies, là, effectivement, c'est assez difficile de dire qu'est-ce qui vient seulement de l'individu et qu'est-ce qui vient du milieu. Parce que pour n'importe quelle phobie, en fait, il y a une interaction assez complexe avec des vulnérabilités génétiques et physiologiques, et également des événements même assez subtils qui peuvent conditionner l'individu. Par exemple, dans la famille, euh, quelqu'un s'est déjà fait mordre par un serpent, on va être extrêmement vigilant et on va transmettre cette peur à l'enfant qui va essayer peut-être d'imaginer quelque chose autour de cette peur en disant je suis déjà mort d'un serpent. C'est-à-dire, voilà, une sorte de confusion un peu entre réel et imaginaire. On sait aussi que les expériences de déjà-vu, qui sont très courantes chez un peu tout le monde, elles peuvent être attribuées sur un plan neurologique au lobe temporal et une sorte d'instabilité, de labilité du lobe temporal qu'on peut même détecter avec certains outils. Et donc, on pourrait imaginer que ils revendiquent des souvenirs comme si c'était du déjà vécu. Mais ça, j'ai déjà vécu, ça, je connais déjà, ça m'est déjà arrivé avant. Et ils essayent d'interpréter, de rationaliser ce déjà vécu, qui serait en réalité simplement une sorte de trouble neurologique léger. Hmm. Sur l'hypothèse socio-cognitive, vous avez en Occident beaucoup plus cette existence du compagnon de jeu imaginaire. Et il y a des connexions qui ont été faites avec certains chercheurs, comme Antonia Miles, qu'on a vu là dans l'extrait. Euh, les compagnons de jeu imaginaires, ils vont comme ça intégrer des scénarios culturels, des informations qui ont été aussi transmises réellement par différentes sources, des attentes générées par les parents, un peu de l'individu. Et donc, on voit que les enfants sont tout à fait capables de créer un univers d'une richesse, d'une complexité très importante, qu'ils font vraiment exister, qu'ils peuvent halluciner. Enfin, voilà, c'est plutôt une illusion parce qu'ils peuvent plus ou moins discerner l'état de réalité du compagnon imaginaire, mais ce phénomène est quand même très courant et il se trouve qu'il se produit sur les mêmes âges à partir de l'apparition du langage jusqu'à 5-6 ans. Et très rarement, vous avez des préados qui persistent à avoir un compagnon imaginaire. Et dans les cas comme ça, d'ailleurs, c'est considéré comme un signe pathologique, pré-psychotique dans certains cas. Il se trouve que s'il y avait dans certaines cultures une interprétation du compagnon imaginaire comme étant vraiment quelqu'un, par exemple tout simplement un ancêtre guide, eh bien, ça peut tout à fait cristalliser, précipiter et encourager l'enfant à maintenir et à donner des détails, à renforcer les interactions avec ce compagnon-là. Non, non, non. Je regarde encore si j'ai d'autres choses.
Il y a il y a aussi, il y a aussi des études, du coup, mais très différentes de ces expériences spontanées dont je vous ai parlé, qui sont des études faites sur les personnes qui vont avoir des souvenirs de vie antérieure suite à de l'hypnose régressive, ce qui est probablement beaucoup plus courant, notamment en Occident. Beaucoup de gens utilisent ça. Et là, il y a des travaux, notamment de Nicolas Panos, qui vont montrer que ce sont des gens qui ont du coup une hypnotisabilité plus importante. Donc, ils vont faire partie des gens qui sont facilement hypnotisables. Et également, il y a une autre caractéristique qui est mesurée par un questionnaire qui s'appelle l'inclination à l'imaginaire. L'inclination à l'imaginaire, c'est un peu touffu comme truc, mais c'est en gros l'idée que ces gens ont plus tendance à confondre le réel et l'imaginaire, de ce qui leur passe dans la tête, de ce qui vient de l'extérieur. Ils ont une frontière beaucoup plus poreuse. Donc du coup, ce sont ces gens-là qui vont avoir des récits parfois très complets, hein, de vie antérieure, sous hypnose, sont peut-être des personnes qui ont juste des compétences, des sensibilités qui les amènent à ça, quoi. Et donc c'est très compliqué pour ces gens-là parce que l'intensité et le réalisme des scènes qui vont surgir sous hypnose et les rend quasiment impossible à différencier de perception réelle. Par exemple, je ne sais pas, ils sont condamnés à mort à la Révolution française, ils revivent les derniers jours d'un condamné, c'est une scène extrêmement réaliste. C'est un marquage très fort, du coup, qui peut aussi créer une sorte d'ancrage identitaire pour la suite. Ces gens-là vont se persuader que cette scène a vraiment existé et qu'à partir de là, ils doivent repenser leur vie. Que, par exemple, ça explique pourquoi ils ont une peur de l'échec ou des choses comme ça. Ce qui peut être aussi utilisé positivement, c'est-à-dire que les hypnotiseurs sont conscients de ce côté très suggestif, très construit en fait de ces souvenirs sous hypnose, mais essaye d'engendrer des souvenirs, des métaphores positives, où ils développent des situations similaires, par exemple des relations de couple toxiques, des choses comme ça, des conflits parentaux, mais dans lesquels il y a des résolutions plus agréables. Euh, et comme la personne va trouver qu'elle a, dans une vie antérieure, elle a eu la solution dans un scénario comme ça à un problème qui fait écho à ce qu'elle a aujourd'hui, eh ben, elle se sert de ça pour prendre la confiance, l'estime de soi suffisante pour dépasser son problème actuel. Donc, il y a tout un pan des recherches sur les souvenirs de vie antérieure qui est l'usage thérapeutique de ces souvenirs, induit pour le coup. Donc ça paraît très étonnant, mais c'est un peu la même idée que de dire en fait, on ne doit pas considérer forcément que ça donne des éléments de réalité, même si parfois il peut y avoir quelques coïncidences qui se déroulent, mais il faut quand même le voir comme jouant sur la plasticité du psychisme, jouant sur le polypsychisme, et du coup allant chercher des bouts de la personnalité qui ont été inhibés, qui sont embryonnaires, et qui seraient utiles au sujet pour qu'il dépasse les problèmes qu'il a actuellement. Voilà. Donc, il y a certains hypnotiseurs qui, à ce titre-là, se permettent d'aller provoquer des récits de vie antérieure. Bon, après, toutes ces recherches ont des problèmes méthodologiques liés au fait que, bon, il y a très peu de chercheurs, du coup, il y a très peu de réplications indépendantes. Les chercheurs ont souvent bossé ensemble, hein, en utilisant à peu près la même méthodologie. Et du coup, ça va avec un deuxième aspect qui est à quel point l'intervieweur suggère lui-même des choses dans sa manière de faire, de parler, dans ses propres attentes. Il y a beaucoup de biais qui peuvent conduire à générer les récits ou à confirmer telle ou telle chose. Donc, quand on regarde les meilleurs cas de Stevenson, effectivement, on voit qu'il y a des enquêtes très bien conduites. Il y a là, les photos qui montrent, on a l'impression qu'on a vraiment des corrélations très très fortes, mais c'est quelques cas dans un océan de bruit. Et Stevenson lui-même dira qu'il n'a pas de cas parfait. Il va décrire comme ça une prototype de cas parfait, mais il n'en a aucun qui remplirait toutes les cases avec, je vous disais,
un enregistrement extrêmement précoce des affirmations de l'enfant, qui ne pourraient pas être détériorées, des confirmations complètement certaines, alors que la personnalité antérieure n'a pu avoir aucun contact d'aucune manière avec l'enfant et avec la famille. Donc, et puis avec des marques corporelles, comme là il a présenté, il dit à la fin de sa carrière avoir 15 cas avec des balles qui rentrent et qui sortent, avec des trajectoires du coup qui vont correspondre à celles de personnes défuntes, et avec les trous qui correspondent à l'entrée et à la sortie. Mais c'est 15 cas sur près de 3000, donc c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et donc là, ils estimaient un enfant sur 500, mais très clairement, tant qu'il n'y a pas les dispositifs d'investigation, de sensibilisation à ce sujet, on ne va jamais avoir autant d'enfants qui vont sortir du lot avec ces éléments-là. Après, comme je vous disais, c'est une autre manière aussi de comprendre certaines problématiques comme les enfants prodiges, la dysphorie de genre. Et à ce titre-là, c'est une hypothèse qui peut permettre de réfléchir un peu autrement les choses. Et puis sur le plan de la théologie, effectivement, il y a des réflexions, il y a des débats de comment c'est plus ou moins reçu par tel ou tel courant religieux, euh, comment en fait ça pourrait notamment avec les souvenirs d'intermission, renforcer ou pas telle ou telle hypothèse religieuse sur le type d'incarnation. Alors pour vous parler d'un peu autre chose, récemment, j'ai publié avec des collègues suisses et américaines une étude très particulière qui se fait en Occident, du coup. Les parents, donc les mamans principalement, mais souvent les couples, font appel à des médiums, à des praticiens du paranormal, pour prendre contact avec l'enfant, avec le fœtus, donc l'enfant dans le ventre. Et souvent, il y a eu un problème avant, une grossesse qui n'a pas été à terme, ou des choses comme ça, ou des inquiétudes diverses et variées, ou alors tout simplement le sentiment, l'envie d'entrer en contact avec cet enfant. Et donc, on a mené une étude où on a donné simplement une échographie lambda à des médiums, et ils devaient, à partir de là, essayer de se connecter à l'enfant et faire des affirmations qui pourraient correspondre à la description des parents, de la personnalité de l'enfant, du lieu de vie, de l'histoire, etc., et même de la naissance. On n'a pas eu des résultats flamboyants, il y a quelques trucs intéressants, mais tout ça dans l'idée qu'en réalité, même en psychologie, on ne peut pas vraiment dire à quel moment la conscience débute. Il y a une question de l'incarnation, où on a une vision occidentale qui a vraiment évolué un peu au cours du temps, mais qui en gros, au début, la conscience émergeait à la naissance, et encore pas tout de suite, c'est-à-dire les circuits, le système nerveux, les neurones n'étaient pas totalement en place, donc on n'enregistrait pas vraiment les choses. Et c'est comme ça pendant très longtemps qu'on a supposé que les enfants ne souffraient pas, ne ressentaient pas la douleur, qu'on pouvait y aller franco, quoi. Après, il y a une évolution et il y a ce qu'on appelle une psychologie ou une médecine prénatale qui va montrer qu'il y a déjà des apprentissages possibles dans la période prénatale, mais ce qui fait reculer de plus en plus le moment de l'incarnation de la conscience. Et dans beaucoup d'autres cultures, cette question de l'incarnation, elle est beaucoup plus volatile, puisqu'ils peuvent intégrer l'idée que l'enfant va choisir ses parents. Et il va intégrer le corps de sa mère au moment de la conception, par exemple, avec déjà un choix qui s'opère avant. Et dans les cas qu'on a eus de parents occidentaux, euh, il y a des parents qui nous ont dit avoir eu, au moment de l'acte ou dans des rêves, cette image de cet enfant qui est arrivé à ce moment-là. Une expérience quasi mystique d'incarnation. Et ils n'ont pas su tout de suite que la mère était enceinte. Ils l'ont su par la suite et ils ont vraiment raccordé avec les sensations qu'ils avaient pu éprouver. Ça peut être autant le papa que la maman d'ailleurs. Et du coup, il peut y avoir un enthousiasme de se lier psychiquement à cet enfant. Et chez beaucoup de femmes, alors c'est pas très permis en Occident, mais ça l'est un peu avec des pratiques comme l'aptonomie,
se dire que je sens mon enfant, que mon enfant sent ce que je vis, et que je communique, même télépathiquement un peu avec lui. Sachant que dans beaucoup de cultures, il y avait aussi cette notion d'une imprégnation, et que si par exemple la maman vivait des traumas importants, ces traumas allaient s'imprimer sur le corps du bébé. C'est ce qu'on a appelé, c'est un exemple classique de magie naturelle. Euh, il va y avoir une main coupée, une blessure d'une personne proche de la maman, et l'enfant va naître avec ce défaut à la naissance. Donc il y a tout un continuum d'imprégnation comme ça dans le ventre maternel par rapport à autre chose, euh, voilà, qui pose certaines questions. Et dans l'étude qu'on a menée, on a eu même des cas où l'enfant va, qui est l'enfant, le fœtus, hein, au 6e mois de grossesse, d'après ce que le médium va raconter, décrit des problématiques à l'accouchement, des problématiques qui vont donc se révéler, qui ne sont pas prévisibles 3 mois, 4 mois plus tard. Voilà. Donc, c'est des recherches qui posent toujours plein de questions. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai assez fait voyager là. Dites-moi de votre côté. Ben, pour moi, c'est bon, je vais continuer à réfléchir. Et juste un dernier souci technique encore. Si vous pouvez donc m'inscrire sur votre cours sur la page Arch, que je puisse avoir accès aux 2 vidéos qui me manquent, s'il vous plaît. Ouais, c'est aucun problème, ça sera fait. Puis je vous envoie Merci. également les consignes si ça n'a pas été transmis par vos collègues par rapport au dossier. Je les ai Ceux reçus, je vous remercie. Ah, vous avez vu, ok. Oui, Et puis on la les a envoyés. prochaine fois, je vais parler des expériences mystiques. Du coup, ça couvre plein d'autres choses. Et puis voilà, ce sera pour la prochaine séance. Bon, bah merci à vous. Bonne fin de journée. Merci Au revoir. beaucoup, bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Merci bien, au Au revoir. revoir.